L'iPhone aura-t-il disparu dans 10 ans ? Est-on sur le point de vivre avec les futures lunettes de réalité augmentée Apple une révolution technologique comparable à ce que fut l'iPhone en 2007 ? 15 ans plus tard, le smartphone va-t-il s'effacer au profit des Apple Glass ? Ce sera l'info de la semaine dans un instant. C'est un gaz inodore mortel produit par les chauffages défectueux en ce 2 décembre. Test de la semaine d'intérêt général avec François et le détecteur de monoxyde de carbone signé Netatmo, un détecteur compatible HomeKit évidemment. Le dîner d'Eli, le plat de résistance, vous intéressera particulièrement si vous avez un compte bancaire en ligne. Et puis le tuto audio de la semaine, si vous êtes abonné à iCloud+, vous bénéficiez de 5 domaines de mail personnalisés. Autrement dit, iCloud Mail peut remplacer sans surcoût votre compte Gmail payant ou votre messagerie OVH. Je vais vous expliquer comment paramétrer cette nouveauté. Bienvenue dans l'épisode 67 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'épisode d'il y a 15 jours, le numéro 65, a explosé les scores depuis la rentrée. Seul l'épisode du 23 septembre avec au programme l'iPhone 13, l'iPad 9, l'iPad mini 6 et iOS 15 a fait aussi bien d'ailleurs, mais c'est en plus de 2 mois, là en 2 semaines à peine. L'épisode 65 est déjà l'épisode le plus écouté et le plus téléchargé depuis le tout début d'iWeek, la semaine Apple, le podcast à l'été 2020. Le sujet de la réparabilité des iPhones et des Mac vous a visiblement passionné. Merci à chacune et à chacun de vous d'être aussi fidèles à notre rendez-vous du jeudi. Ces chiffres sont une motivation supplémentaire énorme pour nous, la team iWeek, dont je salue mes 2 amis du jour, Eli et François. Salut les garçons. Bonjour. Hello. Bonjour à vous deux. Salut François Le Truedic, live depuis Vannes. Tout à fait, live depuis Vannes où la pluie ne devrait plus tarder à tomber, mais nous avons une belle journée sous le soleil, comme régulièrement en Bretagne. Très heureux de vous retrouver en ce jeudi soir, à une journée du week-end. Absolument François, super heureux de te retrouver aussi. Je te vois de manière très, très, très claire, très nette. Une vraie différence d'image qui va maintenant devenir un problème pour toi, Elie. Salut. Et oui, quand je vous vois autour de moi, que voulez-vous que je vous dise ? Il est temps pour moi de passer un M1 Pro ou Max, je ne sais pas, mais mon vieux 16 pouces fidèle, là, en vidéo, il tient pas la route. C'est voilà. sûr. Si vous êtes devant nous sur la chaîne YouTube d'iWeek, on a rattrapé la moitié de notre retard. 6 épisodes dispo depuis le week-end dernier, des épisodes qui étaient en retard. Vous pouvez voir cette différence vraiment notable de qualité entre François et moi. On est de part et d'autre d'Eli, le pauvre, qui semble filmé par une caméra digne de Méliès. Du siècle dernier. Là, Exactement. C'est même pas du HD Ready, là, c'est pire que ça. Hein. C'est du VHS Ready. Hein. Bon, François, tu as fait cracher tes radiateurs cette semaine. C'est presque ça, enfin, surtout ma chaudière, on va dire. Ouais. Et puis j'ai allumé le gaz. Non, je n'ai pas allumé le gaz volontairement pour tester, pour voir si ça marchait. Je ne suis pas sadomaso à ce point-là. Mais c'est vrai que non, j'ai eu l'occasion de tester le détecteur de monoxyde de carbone lancé par Netatmo, annoncé il y a quelques semaines déjà maintenant, que j'ai reçu il y a une bonne semaine et demie et que j'ai eu l'occasion de mettre en place dans mon appartement, qui est chauffé au gaz de ville, qu'on appelle aussi le gaz naturel. Et ce sera le test de la semaine dans quelques minutes avec toi. Elie, de ton côté, toi tu as passé l'après-midi en cuisine pour nous concocter un menu original dont tu as le secret comme tous les jeudis soirs. Entrée, plat, dessert. Alors avec quoi est-ce qu'on va se régaler aujourd'hui, Elie ? Ah ben écoute, aujourd'hui on va faire comme dans beaucoup de ménages français, et puis pour suivre les tendances anti-gaspi, on va faire un dîner avec des restes, c'est-à-dire c'est pas gastronomique, mais j'espère que ça va quand même vous intéresser et que vous allez aimer. Bon, écoute, c'est très tendance les restes en ce moment.
Dans un instant, on va revenir sur l'info de la semaine. Cette prédiction de Ming-Chi Kuo, selon qui l'iPhone aura disparu dans 10 ans au profit des Apple Glass. Alors, est-ce qu'on est sur le point de vivre une nouvelle révolution technologique et même au-delà ? Apple est-elle encore capable de changer la vie comme elle l'a déjà fait avec le Mac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch ? Autre sujet, les 4 jours du Black Friday et du Cyber Monday ont éclipsé l'actu, mais pas cette nouvelle tuile pour le projet Titan, autrement dit l'Apple Car, avec un nouveau départ pour la concurrence. On va y revenir. Les rumeurs de la semaine, on va parler MacBook, alors avec ou sans Air, on va voir. iPhone SE3 et AirPower, et oui, le chargeur multiple abandonné après avoir été annoncé ne serait pas complètement enterré chez Apple, on va en discuter. Et puis le tuto audio de la semaine, si vous avez un nom de domaine, par exemple iWeek.news, vous pouvez utiliser l'une des nouveautés d'iCloud Plus pour faire héberger les mails liés à votre nom de domaine par iCloud Plus. Dans mon cas, par exemple, benjamin@iweek.news. Je vais vous expliquer comment faire et donc comment éviter de payer quelques euros par mois pour un hébergement personnalisable chez Gmail ou OVH par exemple. Si vous aimez l'actu Apple, si vous aimez la suivre au jour le jour et presque en temps réel, essayez i5, notre podcast quotidien. i5, c'est une dose Apple par jour, 5 à 10 minutes, avec chaque jour les 5 infos essentielles en provenance de l'écosystème. Abonnez-vous, vous avez 3 jours d'essai totalement gratuits. Ensuite, i5, c'est seulement 3,99€ par mois, sans aucun engagement. Vous arrêtez quand vous voulez. Et puis à propos de Spotify, puisqu'on en parlait la semaine dernière, c'est en route. C'est une question de jours, on espère. On va vous tenir évidemment au courant dès qu'on en saura plus. i5, c'est un gros boulot quotidien pour nous. Alors, vous abonner à i5, c'est un moyen de nous soutenir. Autre moyen, et vous le connaissez, patreon.com/iweek. Rejoignez la communauté iWeek sur la plateforme de financement des créateurs de contenu à partir d'1,50€ par épisode. Merci à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. On a besoin de chacune et de chacun de vous pour grandir. Et puis, suivez-nous sur Twitter @iWeekNews et @i5fr et utilisez le hashtag iWeekLSA. LSA comme la semaine Apple, pour échanger avec nous tout au long de la semaine. On adore discuter avec vous entre 2 épisodes. Et puis iWeek, la semaine Apple, le podcast, c'est aussi en vidéo à partir du vendredi sur YouTube, la chaîne iWeek. On a déjà rattrapé, je vous le disais, la moitié de notre retard, avec donc 6 épisodes disponibles depuis ce week-end. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être les premiers informés dès qu'un nouvel épisode arrivera. Voilà, je crois que les présentations sont faites. Dans quelques minutes, un objet connecté qui pourrait bien vous sauver la vie en test. Mais tout de suite, peut-être les dernières années de l'iPhone tel qu'on le connaît et des smartphones. À tout de suite. L'iPhone aura-t-il disparu dans 10 ans au profit de la réalité augmentée via des lunettes notamment ? C'est la conviction de Ming-Chi Kuo, alors qu'Eli fait non de la tête. Ming-Chi Kuo qui livre 2 infos supplémentaires sur le futur casque de réalité virtuelle d'Apple, qui sera le premier des 2 produits sans doute à arriver entre nos mains. Selon Ming-Chi Kuo d'abord, ce casque reposera sur 2 processeurs. Le premier sera dérivé du M1 et n'aurait rien à envier à la puissance de la puce des Mac. Le second, plus modeste, gérera l'ensemble des capteurs. Cette perspective de voir l'iPhone progressivement remplacé par des lunettes, la fin du téléphone au profit d'un nouvel accessoire qu'on aurait sur nous en permanence. Je te vois depuis le début, Eli, refuser cette option. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, c'est pas que je ne crois pas dans les lunettes Apple, hein, pas le casque de réalité virtuelle, là où je suis un peu plus mitigé. Les lunettes, je trouve que ça va être la 3e révolution d'Apple après l'iPhone et après l'Apple Watch. Mais de là à remplacer l'iPhone, pas tout de suite, pour des tas de raisons. D'abord parce que tout le monde ne porte pas de lunettes. Il y a des gens qui vraiment ne se voient pas toute la journée porter des lunettes. Ensuite, l'iPhone ou un téléphone, un smartphone en général, quand vous voulez regarder quelque chose en plein écran, quand vous voulez scroller, quand vous voulez faire un certain nombre de choses, on a beaucoup l'habitude de faire comme ça. Je ne pense pas qu'en bougeant la tête ou en bougeant les yeux toute la journée pour essayer de scroller et tout, je ne suis pas convaincu. Après, on parle aussi de lentilles de contact connectées, mais là, pas avant 2030.
Là, si les lentilles de contact, moi qui suis totalement intolérant, je sais même pas fait pour moi, mais quelque chose qui serait vraiment intégré, qui serait pas quelque chose qu'on est obligé de mettre ou d'enlever tout le temps, peut-être plus, mais en tout cas, je pense que l'iPhone sera de toute façon dans les premières années le complément indispensable des Apple Glass, puisque de toute façon tout le traitement va se faire avec. Mais au fur et à mesure que les processeurs vont évoluer, les batteries et tout ça, oui, il y aura une tendance à essayer de remplacer une partie des choses qu'on fait avec un iPhone. Et Alors, ça sera un complément, ouais. comme l'Apple Watch. Alors justement, l'une des... Alors on peut pas appeler ça vraiment une info, mais l'une des options que Ming Chi Kuo met en avant, c'est que le casque, hein, donc on parle d'abord du casque de réalité donc virtuelle, le casque fonctionnerait totalement indépendamment d'un Mac ou d'un iPhone. Il aurait donc même son propre écosystème. Et puis il est aussi question dans la note de Ming Chi Kuo de 2 écrans 4K OLED qui seraient fournis par Sony, qui seraient donc les écrans sur lesquels on verra des images virtuelles dans ce casque. François, on a longtemps parlé, et ça fait longtemps qu'on parle de ces projets de casques et de lunettes, mais on n'avait jamais vraiment évoqué l'éventualité que leur vocation soit à terme de remplacer l'iPhone et les smartphones. Est-ce que tu crois que la vision d'Apple irait jusque-là, toi ? À mon avis, la révolution va se faire en 2 temps. La première, ce sera, comme tu l'as dit, l'histoire du casque VR, du casque en réalité virtuelle, où là, effectivement, ce sera pas un remplacement de l'iPhone pour la simple et bonne raison, c'est que vous n'allez pas vous balader dans la rue avec ce casque-là. Donc l'iPhone, pour moi, restera toujours présent. Sur les lunettes, je rejoins complètement les arguments d'Eli. J'ai eu l'occasion de les évoquer dans High Five aussi cette semaine. J'ai l'impression qu'Eli m'a écouté et pense comme moi, c'est bien. Toujours, merci Ellie. Non, c'est vrai que tout le monde n'est pas apte à porter des lunettes, donc je suis pas convaincu de la viabilité de la chose. Maintenant, pour des gens comme Ellie, comme moi, qui portons des lunettes au quotidien, ça peut avoir un vrai intérêt. Maintenant, j'ai du mal à m'imaginer me passer complètement de l'iPhone, parce que les informations arriveront sans doute en transparence de la réalité, donc c'est vrai que pour certains éléments, comme les vidéos par exemple, je me vois pas regarder une vidéo YouTube en transparence par rapport à mon écran. Après, à voir ce qu'Apple va nous présenter. Mais je suis assez sceptique. Je pense que ce sera un complément de l'iPhone, mais pas un remplaçant de l'iPhone. Et si c'est un remplaçant, à mon avis, 10 ans, je pense que c'est le minimum. On n'est pas prêt de se séparer de nos beaux iPhones, je pense. Tu veux dire qu'Apple est prêt déjà à fabriquer l'iPhone, au moins jusqu'à l'iPhone 23, c'est ça ? Mon avis, minimum, ouais. Je pense qu'on fêtera ensemble les 25 ans de l'iPhone, hein, clairement. Oui. Alors peut-être qu'avec ces lunettes, peut-être qu'on apprendra de nouveaux gestes. Finalement, est-ce qu'il y a une vraie différence entre avoir par exemple une sonnerie et puis aller prendre son téléphone et le mettre là, ou alors avoir des lunettes, les prendre et les mettre là? Ah ben... Oui, ou si on porte les lunettes... Vous qui avez des lunettes, les garçons. Bah, moi, je les porte pas tout le temps. Je les porte quand je dois lire. Donc, je les porte une bonne partie de la journée au bureau parce que j'ai un écran devant les yeux. Mais en dehors de l'écran, c'est-à-dire moi, je vois très très bien de loin. Donc, j'ai pas besoin de lunettes pour conduire ou quoi que ce soit. Mais de près pour lire, oui. Donc, par exemple, dans ton cas à toi, Ellie, si ces lunettes étaient aussi des lunettes de vue, tu n'aurais peut-être plus besoin de l'objet smartphone en tant que tel. Tout serait dans tes lunettes. Non, pour la même raison, c'est qu'avoir des informations en transparence, c'est très pratique pour des choses pratiques, c'est-à-dire comme l'Apple Watch. On reçoit un coup de fil, on voit, on lève un peu les yeux, on voit qui appelle et on peut faire un geste comme ça en disant je prends pas ou je prends, puisque la lunette sera équipée de gyroscope. Ça, c'est très pratique. Pour regarder une vidéo entière ou pour lire un article ou lire un conducteur, chose qu'on fait une grosse partie de la journée, lire des articles, etc. Les lire en transparence, franchement, j'y crois pas. Alors, ça va faire toquer, hein. Ouais. le sujet dont on parle, c'est pas une vue de mon esprit, hein. C'est bien notre analyste préféré Ming Chi Kuo qui en parle très sérieusement dans sa note aux investisseurs, hein. Mais c'est pas Apple, hein. C'est un analyste qui le dit. C'est pas Apple qui dit nous pensons remplacer l'iPhone par autre chose, hein. Certes. Mais en général, il est très bien informé, notre ami Ming Chi Kuo. Donc, s'il en parle, ça peut pas être complètement par hasard.
Ça sortira après l'Apple Car. Sans doute. Oui. Il donne un chiffre, une estimation aussi, justement dans ce délai de 10 ans. Et ce chiffre est énorme. Il voit Apple vendre 1 milliard d'Apple Glass. Ça m'étonne pas. Mais sur combien d'années aussi? Sur 10 ans. Dans 10 ans, ouais. Sur 10 ans. Bah, en fait, c'est pas tant que ça, hein, mais... enfin, tant que ça, si, c'est des chiffres absolument époustouflants, mais... regardez combien d'iPhone vend Apple. C'est un peu... C'est pas l'iPhone 3, troisième génération, c'est le complément idéal de l'iPhone pour certaines choses. Et il faudra voir quelle est la réaction du grand public en fonction du prix de ces lunettes et de ce qu'elles comportent. Si par exemple on part sur les lunettes de style Amazon ou Google d'avant avec des caméras, ça peut générer des réactions négatives. De notre côté, si elles sont incroyablement utiles et totalement indépendantes, elles risquent de se faire arracher dans la rue. Hein. Donc si elles sont très typées. Non, il y aura un AirTag intégré. Ouais, find my glasses. Est-ce que l'importance qu'on est en train de donner à ces lunettes ne relativise pas du coup l'intérêt qu'on risque d'avoir pour le casque, qui lui sera donc de la réalité virtuelle et non augmentée? Finalement, quel va être le rôle de ce casque? Est-ce que ça va être un outil ludique pour la maison? On va pas sortir dans la rue avec un casque non. À travers lequel on voit pas quand même. Non, ça va être d'abord un démonstrateur qui va permettre de tester une partie de l'interface. Ça va servir à des gamers qui, eux, utilisent déjà des casques dans des plateformes comme PlayStation ou Xbox ou Oculus. Ça peut servir dans des marchés très verticaux. Par exemple, les constructeurs automobiles, pour faire une présentation de voiture, ils le font déjà dans les salons, hein, et c'est quelque chose qui coûte assez cher. Mais le grand public, en dehors des gamers et de métiers très verticaux, je ne pense pas. Et surtout à $2500 le casque, franchement, ça va l'éloigner de tout le monde. Hein. Enfin, d'une grande partie de la population, en tout cas. Ce ne sera pas un produit grand public, Apple? Non. Professionnel et très vertical. François, est-ce que tu attends ce casque avec impatience ou est-ce que tu penses que le véritable enjeu, il sera sur les lunettes? Je pense que le véritable enjeu sera plus sur les lunettes, dans le sens où... Après, toujours pareil, avoir le tarif, hein, parce que c'est sûr que si on arrive à des lunettes à 2000-2500 €, moi je pense que personnellement ça me fera flipper de les acheter pour la simple et bonne raison, c'est que les lunettes c'est quelque chose que j'ai tout le temps sur moi, et il y a toujours le risque effectivement, comme le disait Ali, de se les faire arracher, ou alors même de les casser. Alors on pourra prendre un Apple Care, hein, je sais pas combien il coûtera, à mon avis ce sera pas donné, mais je suis sûr qu'Apple nous pondra ça aussi. Mais j'attends plus les lunettes, parce que le casque, moi je trouve que le problème de la réalité virtuelle, moi, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser longtemps. Je trouve que ça a tendance à donner des nausées, etc., par rapport à l'oreille interne, et puis par rapport au temps que le cerveau s'acclimate. Donc, ouais, par contre, à mon avis, le tarif de $1500, si c'est effectivement ça, ça me paraît très cher. Mais s'il y a de la bonne techno dedans, on a quand même parlé d'écran 4K intégré, etc. Donc ouais, plutôt une technologie assez chère que je testerai, mais que à mon avis je ne garderai pas, parce que c'est pas autant les lunettes un usage, oui, autant le casque, non. Les lunettes, je rappelle, c'est plutôt $400, hein, le target price dont parlent les analystes. Hein, donc c'est un peu plus abordable. On est au niveau d'une Apple Watch. Hein. C'est ça. Bon. Mais c'est vrai que je me vois bien dans la rue avec les indications, par exemple. C'est vrai que sur l'Apple Watch, on a les petits tapotements quand il faut tourner à gauche, à droite, mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer avoir à l'intérieur des lunettes directement la rue, projeter les directions, etc. Ça peut être super sympa, quoi. Et ça évitera encore plus d'être sans arrêt à regarder son téléphone ou son bras, quoi. Alors on va rappeler un petit peu le timing tel qu'on peut l'imaginer pour ces deux produits. Le casque serait montré en premier dans un an, hein, on parle toujours de la fin 2022, avec peut-être une possibilité à la WDC 2022 en juin prochain. Peut-être, dans le meilleur des cas.
Moi, je pense que c'est le genre de produit qui sera présenté plutôt à une WWDC pour que les développeurs puissent s'imprégner de la techno et développer quelque chose pour qu'on ait vraiment des choses intéressantes et concrètes à présenter. Je pense que, sauf à être sur un schéma comme l'Apple Watch première génération, où ça avait été présenté au mois de septembre et c'était sorti de mémoire au mois d'avril de l'année d'après. Oui. Donc pourquoi pas une présentation à la WWDC et puis une sortie en début 2023 ? Ouais. S'ils sont prêts, si le hardware est prêt. C'est ça, Elie. C'est ce qu'on disait dans i5. Toujours Il va y pareil. avoir plusieurs mois entre la présentation technologique, on va dire, et le début de l'arrivée commerciale. Oui. Mais je pense que ça arrivera après la fin du passage au processeur Apple Silicon. Ils vont pas se couper l'herbe sur le pied. À mon avis, ils vont peut-être qu'à la WWDC, ils préféreront se concentrer sur les derniers matériels pas compatibles Apple Silicon, comme le Mac Pro, l'iMac grand écran, etc. Et puis garder ça, pourquoi pas, pour l'année prochaine. Mais je le vois pas être présenté en même temps qu'un iPhone, par exemple, parce que ça risquerait de tuer la com de l'iPhone. Donc ce sera peut-être une présentation à part entière sur un autre créneau, quoi. Ouais, probablement. Les lunettes, elles, on parle plutôt de 2024, 2025. Oui. Hein. Oui. Pas beaucoup plus tard, parce qu'après, elles vont se télescoper avec l'Apple Car. sauf si elles sont livrées avec pour pouvoir analyser des informations de la route. Mais Ce qui n'est pas impossible. ouais, c'est pas impossible, justement. Pas impossible, ouais. Ouais. Bon, on en reparlera évidemment de ce casque et de ces lunettes. Ils vont nous occuper pendant les mois qui viennent, à n'en pas douter. Dans quelques instants, on se retrouve pour les infos de la semaine, le JT Pommes, mais tout de suite, on va parler de votre sécurité à la maison avec le test du détecteur de monoxyde de carbone que nous a préparé François. À tout de suite. Le test de la semaine avec toi, François, est donc ce détecteur de monoxyde de carbone Netatmo qui est arrivé là, il y a quelques jours seulement. C'est la nouveauté Netatmo avant ce Noël 2021. À toi la main pour nous dire à quoi il sert et ce que tu en as pensé. C'est vrai que ce produit a été présenté il y a peu de temps, il y a à peu près un mois et demi. Je l'avais précommandé, il est arrivé début de semaine dernière. Alors déjà c'est bien, bravo Netatmo, parce que les derniers produits souvent avaient été présentés, entre le moment où c'était présenté et le moment où ça sortait effectivement, il y avait un gros laps de temps. Je repense à la sonnette qui avait été présentée largement avant. Donc déjà c'est bien, au moins le produit annoncé est sorti à peu près dans les temps, et ça déjà, pour ça c'est positif. Bon alors évidemment au niveau du package, ça reste un package pour un produit relativement classique. On a dedans un joli guide d'utilisation qui est multilingue, donc ça montre bien que Netatmo aujourd'hui, notre petite marque française, a vraiment pour objectif de vendre à l'étranger. On a 2 mèches, 2 vis, et puis le petit pavé qui se présente sur un format carré, qui fait 10 cm par 10 cm, donc c'est relativement imposant. 2,3 cm d'épaisseur, c'est pas trop gros. On vous conseille de le fixer au mur, donc en fait il y a un petit socle rond, avec 2 trous pour le fixer dans le mur, donc avec les 2 chevilles et les 2 vis. Et après on va pouvoir glisser le détecteur, on lui fait faire un petit tour, et il se fixe, et du coup il s'allume. C'est relativement intuitif à faire. Alors moi j'ai pas fait de trous pour la simple et bonne raison, c'est que je vais pas tarder avant mon appart et que je veux pas faire trop de trous en plus. Mais c'est vrai que dans l'idée, vous pouvez l'installer de manière très rapide, et il n'est pas spécialement, on va dire, moche. Dans le guide, on vous indique bien qu'il faut respecter des distances. On vous conseille de le mettre à 2 mètres de la chaudière minimum, évidemment pour pas qu'il soit trop près, et puis à 1,50 m du sol. Donc voilà, vous de mesurer, alors c'est à peu près, vous n'êtes pas obligé d'y aller au mètre près ou au centimètre près. Et puis la petite info aussi qui est importante, qui est indiquée directement sur la notice, la batterie est donnée pour 10 ans d'autonomie. C'est exactement le même principe que le détecteur de fumée que je vous avais présenté il y a quelques mois déjà. Le petit inconvénient, c'est que la batterie ne se change pas, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, le détecteur il va finir à la poubelle. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Donc une fois que vous l'avez fixé au mur, vous le tournez, il va s'allumer, et ensuite vous allez pouvoir directement vous rendre sur votre iPhone. Donc en clair, il ne se fixe pas au plafond, Non, c'est plutôt conseillé sur un mur, contrairement au détecteur de fumée qui effectivement est plutôt conseillé sur le plafond. Mais là, il conseille plutôt de le mettre sur le mur. Il doit y avoir une raison, je ne l'ai pas, mais c'est vraiment l'idée, c'est de le faire sur un mur. Okay. Vous le voyez sur le petit schéma qui est fourni dans la notice. Alors, si on en parle, c'est parce que évidemment, il est compatible HomeKit, donc connecté. Comment se passe l'appairage, François ?
Eh ben, c'est relativement simple. Vous allez utiliser une application qui est l'application Netatmo Security. Alors moi, c'est toujours la petite limite que je trouve sur les produits Netatmo, c'est que vous n'allez pas pouvoir utiliser la même application pour tous les produits que vous avez. Par exemple, si vous avez une caméra, vous allez pouvoir utiliser Netatmo Security, mais la chaudière, c'est une autre application. J'aurais trouvé ça bien qu'il n'y ait qu'une application pour tout l'écosystème Netatmo, mais c'est comme ça. Moi, je l'avais déjà installé parce que, comme je le disais, j'ai le détecteur de fumée. Donc j'ai lancé l'application Netatmo Security, et derrière, vous allez... comme d'habitude, sur la petite roue crantée qui est en haut à gauche de l'application. Et vous allez pouvoir rajouter un nouvel appareil. Donc vous sélectionnez le type d'appareil que vous avez. Donc là, en l'occurrence, c'est un joli détecteur de monoxyde de carbone. Et l'application va vous accompagner dans l'appairage. Ce qui est marrant, et je l'avais déjà repéré sur l'autre détecteur de fumée, c'est qu'en fait, quand vous cliquez sur suivant, il y a au bout d'un moment où il vous met en pop-up l'application directement maison. En fait, ils ont réutilisé directement les API. C'est pas plus mal parce que c'est pas toujours le cas sur tous les produits connectés. Des fois, il faut les remettre dans l'application maison. Et puis, le petit truc qui est positif, et c'est là où on voit que c'est réfléchi, vous avez un code sur l'arrière du détecteur, sauf qu'une fois que vous l'avez fixé au mur, vous voyez plus le code. Mais je vous rassure, vous avez bien évidemment le petit QR code HomeKit sur la notice. Sinon, ce serait un peu bête. Donc vous scannez le QR code qui est fourni sur la notice. Derrière, vous avez un petit temps de latence, j'ai trouvé ça un peu long. Ça a dû durer 1 minute 32 minutes, et puis à la fin, il vous demande de le connecter à votre réseau Wi-Fi. L'idée, c'est que le réseau Wi-Fi, ça va être évidemment du 2,4 GHz. Comme beaucoup de produits domotiques, hélas, vous devez utiliser votre réseau Wi-Fi 2,4 et pas le 5 GHz. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous n'aurez plus qu'à indiquer dans quelle pièce se situe l'appareil. Et après l'application Netatmo Security, vous n'en avez plus besoin en fait, tout va se passer dans l'application maison. Vous en aurez besoin éventuellement pour mettre à jour le produit. Et puis le petit truc qui est pratique aussi, alors je m'en étais pas rendu compte, mais l'application Netatmo Security, j'ai un iPhone avec une petite capacité, donc il y a un moment où vu que j'utilisais plus l'application, il me l'a envoyé dans le cloud. Et quand j'ai réinstallé l'application, tous les mois en fait il fait un test, il vérifie que les détecteurs de fumée sont bien connectés à votre réseau Wi-Fi, et vous avez une petite notification. Donc ça paraît plutôt intéressant de garder systématiquement l'application Netatmo Security, d'installer sur votre iPhone, au moins vous êtes sûr que tout fonctionne. Bon, et après, il se passe quoi, François ? Pour l'instant, chez moi, rien, parce que je n'ai pas de fuite de monoxyde de carbone, ce qui est plutôt positif. Donc moi, comme je le disais en début d'émission, on est au gaz de ville, donc on a une chaudière. Alors pour l'information, on a une petite mauvaise surprise l'année dernière. Il y a eu l'entretien classique de la chaudière, et en fait, quand ils sont venus faire l'entretien, ils ont détecté une micro-fuite de gaz au niveau de la chaudière. Alors micro-fuite en nous disant, vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque que ça explose, mais c'est un petit côté inquiétant. Donc c'est vrai qu'après ça, on s'est dit, ce serait bien quand même de pouvoir s'assurer de ce côté-là. Normalement, le gaz de ville, vous avez une odeur de pourri quand il y a une fuite. Maintenant, c'est vrai que si vous êtes à dormir, potentiellement, vous sentirez pas cette odeur-là. Donc moi, c'est aussi pour ça qu'on l'a installé. Donc, comme d'habitude avec les détecteurs sur l'application maison, vous avez l'icône qui est présente dans la partie supérieure de la maison, dans la partie état. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs informations. Donc déjà, vous avez le niveau, savoir si le détecteur fonctionne bien, donc actif, altéré. Il y a ces deux possibilités-là, avec marqué oui ou non. Donc là, classiquement, à la maison, il est actif en oui, et il est altéré en non, ce qui veut dire qu'il fonctionne très bien ou pas. Ce qui est plutôt rassurant. Et derrière, vous avez le fait que vous ayez du monoxyde de carbone de détecté, oui ou non, et vous avez le niveau actuel de ce qu'ils appellent le ppm par million. Alors j'ai essayé de chercher un peu sur internet, c'est un peu complexe, je ne vais pas essayer de vous expliquer, je ne suis pas chimiste, hélas, mais en gros, si vous avez 5000 ppm pendant 20 minutes, vous êtes mort. Ah. Voilà. Donc concrètement, en fonction de la toxicité... Comment ? Vaut mieux rester en dessous. C'est ça, voilà, dans l'idée, faut mieux rester en dessous. Donc chez moi, pour l'instant, c'est à 0. Je pense que je vais être assez tordu pour faire le test en allumant ma plaque de gaz et en le mettant juste à côté pour voir si ça sonne ou pas. Mais dans l'idée, en fait, vous avez une indication en ppm. Vous avez une notification sur l'iPhone si vous allez au-delà d'un certain stade. Et vous avez une sonnerie 85 décibels dans l'appartement. Donc voilà, ça peut potentiellement bien vous réveiller. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la notification sur l'iPhone aussi, ne serait-ce que si vous êtes à l'extérieur. Si par hasard, tout d'un coup, vous entendez que ça sonne, éventuellement, vous pouvez vous poser la question, en espérant qu'évidemment, ils ne se mettent pas à sonner sans raison, sinon les voisins vont pas être très contents. Donc c'est vrai que, comme je le disais, l'avantage pour moi, c'est que au moins vous avez la possibilité de vérifier que vous n'avez pas de fuite de gaz, et ça, c'est super positif.
On est à l'extérieur, on a la notification, on est à l'intérieur, on a la sonnerie même de nuit. Donc ça veut dire que si vous êtes endormi et qu'il y a une fuite de gaz, au moins vous aurez la sonnerie qui potentiellement vous réveillera. Alors au niveau tarif, c'est une petite centaine d'euros. Finalement, ça peut paraître un peu gadget. Moi, je trouve pas parce que c'est une sécurité en plus. Un détecteur de ce type-là non connecté, ça coûte, allez, on va dire entre 20 et 30 euros selon les modèles. Là, rapporté au temps d'utilisation, logiquement l'autonomie c'est à peu près 10 ans. Alors j'ai calculé, ça fait 83 centimes par mois. Donc c'est pas énorme, je trouve que ça vaut la peine de s'équiper de ça, ça peut potentiellement vous éviter des accidents. Maintenant une fois de plus, si on multiplie le détecteur de fumée, le détecteur de monoxyde de carbone, ça peut faire pas mal de produits connectés à la maison, un petit budget, mais c'est vrai que voilà, moi là les deux ont été achetés à quasiment 2 ans d'intervalle, donc je sais que dans potentiellement 7-8 ans, il faudra que j'en change un puis l'autre. Mais je pense que ça vaut le coup, c'est un bon produit, et puis c'est toujours mieux d'avoir ce genre de produit à la maison. Je trouve qu'il l'a tellement bien présenté que ça m'a du coup donné envie de l'acheter. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de gaz, je n'ai que du chauffage électrique, donc je veux bien l'acheter. Au moins, ça va me rassurer parce qu'il restera à zéro, quoi qu'il se passe. Mais pas de monoxyde de carbone. Si tu fais un barbecue à la maison. Le problème se pose aussi avec le chauffage électrique, sauf erreur de ma part. Hein. Monoxyde de carbone ? Non, ça se pose avec les... Ça peut avec les poêles, je pense, les poêles, les cheminées, etc. Oui, tout ça doit jouer. Ça, j'ai pas. Cheminée pas électrique, pas le chauffage électrique. Non. Je ne pense pas. Donc ça sert à rien d'allumer les plaques alors. Ben non, mais elles sont électriques aussi. Ben oui. Moi elles sont au gaz, hein. Moi c'est... Ah ouais, au gaz. C'est pour ça. Bah oui. Il y a un beau filet de gaz qui sort. Ah, c'est pour ça. D'accord, c'est pour ça que tu veux essayer. Non, et même le barbecue, c'est plutôt dans le jardin, dans le sud, François. Barbecue dans le salon, bon, moyen quand même. Bon, et tu parles que t'as jamais croisé mes voisins. Tu parles d'une centaine d'euros, François. On le trouvait effectivement à 70 euros pendant le week-end, Black Friday, Cyber Monday, ce détecteur de monoxyde de carbone. Voilà. Merci François pour ce test de la semaine. Alors, on va quand même finir par aller plus, moins et puis une note, conformément à la tradition. Alors plus, moins, évidemment c'est connecté, c'est un produit Netatmo, donc ça fait toujours plaisir de voir sur le dos, en mode Apple designé en France, fabriqué en Chine, mais c'est quand même designé en France. Moi c'est vrai que c'est une marque, j'ai quand même pas mal de produits, le thermostat connecté je l'ai depuis un petit paquet d'années maintenant, parce que je l'avais acheté justement lors du Black Friday, mais ça doit au moins faire 5 ans je pense. J'aime bien cette société, je trouve que les produits sont intéressants. Il y a un écosystème autour de ça, le fait que ce soit compatible HomeKit évidemment. Le petit moins pour moi ça reste la batterie on ne peut pas la changer. Donc d'un point de vue écologie, c'est quand même pas top de devoir le jeter. Pourquoi on aurait peut-être pu envisager, à l'image de ce qu'on pouvait faire en photographie au début du XXe siècle, le renvoyer en usine, qui nous change la batterie, qui nous le renvoie changer, pourquoi pas, après tout, ça aurait pu être sympa. Je lui mets 4,5 sur 5, parce que ça reste quand même un produit qui doit faire le job. Maintenant, comme je l'ai dit, pour l'instant, je ne l'ai pas testé, et heureusement, dans des conditions réelles d'inquiétude. Donc j'espère ne jamais devoir vous dire, je confirme, il marche bien. On te le souhaite aussi, François. Merci beaucoup. Dans un instant, Pommes, le JT de la semaine. Pommes, le JT de la semaine. Il y a 3 ans, n'est-ce pas Ellie, Apple s'était un petit peu gargarisé d'avoir débauché chez Samsung celui qui allait devenir le responsable du développement des batteries de nouvelle génération. Eh bien, Sono Han a quitté Cupertino pour Wolfsburg en Allemagne, puisqu'il a rejoint Volkswagen. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser avec l'Apple Car et le projet Titan. À chaque semaine, sa bonne ou sa moins bonne nouvelle. Là, clairement, c'est pas forcément une bonne nouvelle, Ellie. Non, c'est pas une nouvelle top, mais déjà Apple peut peut-être être soulagé qu'il ne soit pas allé chez Tesla, puisque Wolfsburg c'est loin. Et en ce moment, sinon ils auraient dû siffler pour signaler son départ. Mais c'est toujours un peu difficile pour un projet lorsqu'un haut responsable le quitte. Mais je suppose qu'ils vont pas tarder à en débaucher quelqu'un ailleurs, puisque les talents sont rares, donc forcément ils tournent. François, comment tu perçois cette nouvelle, ce départ, ce transfuge même ?
Je pense que dans une semaine, on dira « Oh, chouette, Apple a débauché un gros poisson pour le projet Titan. » Et puis dans 15 jours, « Oh, tiens, il y a quelqu'un qui est parti. » Je pense qu'on est parti tant que le produit sera pas présenté, si tant est qu'il soit présenté un jour, tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire, ce sera des va-et-vient en permanence. Et puis je pense aussi le fait qu'Apple multiplie les secteurs d'activité aussi, fatalement, il y a beaucoup plus de mouvements. Et on est tellement à l'affût de ce projet, je pense que tous les journalistes tech, tous les fans d'Apple, on en entend parler depuis un paquet de mois, années, sur le même principe que la télé d'Apple, et ça va continuer à rester régulièrement, ça permet de reparler de ce produit dont on ne sait même pas s'il va exister un jour au final. Absolument. On peut désormais partager ses streams Twitch dans FaceTime avec SharePlay. Alors, j'ai vérifié dans i5, François a compris le principe. Est-ce qu'Elie, tu comprends le principe ? Je t'avoue que j'ai un peu de mal parce que Twitch, franchement, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que je ne l'ai même pas téléchargé. Donc je sais Si, même au pas moins ce une qu'on fois, fait ou alors avec, t'as mais menti. j'ai cru. Tu te souviens pas du Twitch de Format Max? S'il nous écoute, il va se dire « Ah bah il m'a menti en fait ». Ah non, mais oui, oui, pour ça, d'accord. Oui, si. Alors, pardon, je l'ai évidemment téléchargé pour suivre. Mais quel intérêt de streamer quelque chose avec Twitch Là, justement, je sais François, pas. lui, il a compris. François, Ah, François, explique-nous. dis-moi, éclaire-moi. En fait, le principe, c'est que ce n'est pas la personne qui va streamer, qui va partager sur FaceTime. L'idée, c'est que, par exemple, samedi, on se dit, tiens, ce serait sympa de suivre le stream de Format Mac, le développement sur Swift Playground. Et ben, dans ces cas-là, tu vas initier une conversation FaceTime avec moi, et on va regarder ensemble le live Twitch de Format Mac, et on pourra le commenter ensemble. Mais il faut que l'un L'idée, des c'est deux ça, se en fait. connecte à ce Twitch. Il faut que l'un des deux se connecte à Twitch, donc c'est toi qui te connecterais à Twitch, et donc du coup tu m'inviterais dans la conversation FaceTime et on pourrait commenter en direct ce stream. François, tu oublies le détail. Le plus important, c'est que cette conversation, elle est distincte de la conversation générale du canal de chat sur C'est ça. Twitch, en fait. Et du coup c'est le gros bordel. Oui, mais petite explication, si j'ai bien compris comment ça marche, SharePlay en tout cas, puisqu'on n'a pas eu encore le temps de faire un test entre nous de SharePlay en partageant une émission ou quelque chose, il faut que tout le monde ait l'appli, c'est-à-dire que si tu veux partager le flux, en fait, le SharePlay va lancer Twitch sur les deux, mais si Twitch n'est pas installé chez nous deux, on ne pourra pas synchroniser les passages. Non, mais l'intérêt, c'est qu'on peut chatter entre nous. Oui. Sans que le message soit visible par des gens qu'on connaît pas. On choisit avec qui on chatte, en fait. C'est ça, D'accord. François. Je comprends mieux. Ouais. Ça vous dit qu'on se fasse un SharePlay sur une émission concurrente Mac par exemple pour se faire des petits commentaires en live, ça pourrait être sympa. On pourrait. Je suis pas sûr que une bonne eux idée. soient SharePlay, mais ça se tente. Hein. On va essayer. Ça se tente. On va bien en trouver. Oh bah oui. Quand Elon Musk se moque ouvertement de la chiffonnette d'Apple, je suis sûr, Elie, que tu as souri en voyant cette news. Oui. Tesla vient en effet de lancer un sifflet en acier dans une très jolie boîte. Sifflet à $50. Il s'appelle le Cyber Whistle, allusion au futur Cybertruck de Tesla. Oui. Dans un tweet, Elon Musk en fait la promo en conseillant de commander cette pièce de collection, à l'intérêt quand même contestable, plutôt, je cite, que de gaspiller son argent avec le bout de tissu ridicule d'Apple. J'adore. Toi qui es fan des deux marques. Bah écoute, d'abord j'adore, mais il faut... Elon Musk est le spécialiste de sortir des produits totalement improbables et de les vendre, et ça se vend, mais vraiment de façon incroyable. Alors là, il profite... oui, c'est pour ça. Hein. Alors maintenant, avoir un sifflet à $50, il aurait pu sortir un porte-clés avec la forme du Cybertruck, qui, je vous le rappelle, est un des produits les plus attendus chez Tesla. Leur liste de commandes pour quand même un pick-up, je crois qu'ils en ont 150 000 en commande, hein, donc ce qui est hallucinant. Ce n'est pas quand même une berline, hein, il faut déjà aimer les pick-up. Ça fait rêver. Mais Elon Musk
n'est pas à son premier coup avec ces trucs-là. Je vous rappelle que le dernier produit qu'il a mis en vente comme ça, c'était un lance-flamme qu'il a failli se faire interdire, mais il en a quand même vendu un paquet, et c'est vraiment un lance-flamme, hein, c'est-à-dire que ça balance vraiment du truc. C'est pas un lance-flamme militaire, mais c'est quand même pas le produit pour monsieur tout le monde. Donc, et ça, il a été en rupture de stock totale, hein. Moi, j'ai demandé à des copains pour le fun de m'en trouver aux États-Unis. Impossible. Tu parles du lance-flamme ou du lance-flamme, oui. Du sifflet? Du lance-flamme, tu sais, des fois, avec les voisins, on sait jamais, un petit coup pour le barbecue. D'où l'intérêt du détecteur de monoxyde de carbone. Ah oui, là, clairement. Ah bah oui. C'était la bonne émission pour en parler. Pour éviter les accidents domestiques avec ton lance-flamme Tesla. Est-ce que ça nuit pas quand même? Est-ce que c'est pas dommage que quelqu'un d'aussi visionnaire et aussi génial quand même qu'Elon Musk se perde un peu avec ce genre d'initiative? C'est le problème de la drogue. Hein. Non, ça fait partie de son personnage. Il en a fait d'autres. Le lance-flamme était le plus bizarre, mais il en a fait d'autres avant le lance-flamme. Et après le lance-flamme, il a sorti quand même une bouteille de tequila avec le logo de Tesla. Et il en a vendu des tonnes. C'est des bouteilles de tequila. Donc c'est vraiment son personnage. Maintenant, le sifflet peut avoir un intérêt. On peut conclure avec ça. C'est que s'ils veulent attirer des ingénieurs d'Apple, ils se promènent à côté de Cupertino, ils sifflet. On vous donne le sifflet si vous venez. C'est comme le joueur de flûte avec les souris. Voilà. François? Ouais, pour conclure, on a souvent tendance à comparer... certaines personnes ont souvent tendance à comparer Elon Musk avec Steve Jobs pour le côté visionnaire, etc. Mais je pense que Steve Jobs avait plein de travers, mais ce genre de truc, il l'aurait pas fait quand même, quoi. Et c'est là où je trouve qu'il y a un décalage entre les deux, et je le disais sur le ton de l'humour, mais si je dis pas de bêtises, Elon Musk a quand même été sur des plateaux télé en train de fumer, et pas que de la cigarette à première vue. Je pense que le mec est un peu jeté quand même, quoi. Une fois dans une émission un peu controversée, un peu spéciale, et où il a voulu montrer que lui aussi pouvait le faire. C'est pas quelqu'un qui fait ça tout le temps, je sais pas de le défendre plus que ça, mais c'est une sorte de... C'est le genre de mec, si tu lui lances un défi, des fois il va dire oui, bon, et après il pense pas aux conséquences, c'est un peu comme ça. Maintenant, pour compléter ce que tu dis, moi qui ai eu la chance en tout cas de connaître les deux, pas forcément de très près, mais de les connaître et de les suivre, je pense que Elon Musk est beaucoup plus visionnaire que Steve Jobs, parce qu'au niveau ingénieur, il va beaucoup plus loin. Steve Jobs, c'était un génie de marketing. C'est pas lui qui faisait la conception des produits. Esthétiquement, oui, mais pas à l'intérieur. Alors que Elon Musk, il est capable de concevoir un moteur de fusée. Hein, donc, c'est pas des trucs les plus faciles. Par contre, évidemment, le charisme de Steve Jobs sur scène, ça manie de la perfection dans une keynote par rapport à un discours d'Elon Musk où en fait il bredouille la moitié du temps, c'est incomparable au niveau de l'image. Par contre, le contenu dans sa tête, ça c'est autre chose. Ouais. Bon, en tout cas, ce sifflet est lui aussi en rupture de stock. Bon courage pour l'avoir si vous en rêvez. Hier, nous étions le 1er décembre, journée internationale de lutte contre le sida. Apple a rappelé que ça fait 15 ans que Cupertino est partenaire de RED, l'association cofondée par Bono, avec ses produits rouges qui sont, c'est vrai, souvent très très beaux. Vous avez d'ailleurs l'iPhone 13, l'iPhone 13 mini et l'Apple Watch en product trade en ce moment, si vous voulez faire une bonne action. 270 millions de dollars collectés par Apple en 15 ans au profit de cette lutte contre le sida. Et depuis quelques heures, plusieurs cadrans RED pour Apple Watch à télécharger, Ellie. Oui, en fait, Apple a mis en ligne, on peut le télécharger sur l'application Apple Watch, je crois 4 cadrans qui sont rouges, hein, donc 6. Évidemment ça peut... 6, bon, j'en ai raté 2 alors, mais qui vont pas dans toutes les Apple Watch forcément, mais qui sont assez jolis parce qu'ils sont très rouges. Donc, suivant l'Apple Watch, ça peut contraster, mais si vous voulez en même temps porter ces cadrans-là qui sont gratuits pendant une journée ou plus, hein, si vous aimez, pour montrer votre solidarité, pourquoi pas, hein. Donc, en tout cas, ils sont assez bien faits. L'action Apple au plus haut historique, c'était avant-hier soir, mardi, à Wall Street.
À l'inverse du reste du marché d'ailleurs, 165,30$ l'action Apple, soit une valorisation de l'entreprise, je vais y arriver, à 2712 milliards de dollars, devant Microsoft à 2482 milliards, devant Google troisième, 1888 milliards. Bon, pour les GAFA, tout va bien, hein. Oui, je crois on n'a pas à se plaindre chez eux. Hein. Bientôt 3 trillions alors chez Apple. Hein. Bientôt, Pour citer à la Bachung, ma petite entreprise connaît pas la crise. Non. 2 anniversaires cette semaine. D'abord, lundi, on fêtait chez Pixar le 26e anniversaire de l'introduction en bourse de la société. C'était dans le sillage du triomphe de Toy Story, vous vous souvenez. Près de 7 millions d'actions avaient été mises sur le marché à 22$ l'unité. Elles en valaient 39 le soir même. Steve Jobs possédait 80% des parts. Autant dire qu'il est devenu très très riche en quelques heures. Il avait même appelé son ami Larry Ellison, le patron d'Oracle à l'époque. Il lui avait dit « ça y est, j'ai réussi ». On en parlait avec François dans High Five. Elie, toi aussi, tu es d'accord pour dire que Pixar, c'était vraiment la deuxième vie de Steve Jobs ? Oui, et probablement celle qui lui tenait le plus à cœur, parce que ça, c'était vraiment un projet personnel. Et quand il allait chez Pixar, et il allait très souvent, il était vraiment chez lui. C'est-à-dire que l'ensemble des employés avaient une admiration, une adulation incroyable pour lui, y compris les dirigeants. Ils lui ont tous dédié plusieurs de leurs films. C'était une source d'inspiration parce que là, il était dans un domaine purement créatif. Tout ce que fait Pixar, c'est du virtuel. Il n'y a pas de vrais acteurs, il y a pas... Enfin, les musiques sont quand même composées par des êtres humains. Et les personnages sont créés par des animateurs qui sont incroyables. Mais toute cette équipe de producteurs, de scénaristes, etc., c'est tous des créatifs tels que Steve les aimait. Et c'était sa famille. Et puis, il y a 20 ans, quasiment jour pour jour, c'était le 28 novembre 2001, Apple annonçait que QuickTime était téléchargé au rythme de 300 000 exemplaires par jour sur Mac et sur PC. À l'époque, c'était QuickTime 5. Vous vous souvenez du logiciel multimédia emblématique. Et pour vous rappeler vraiment des souvenirs, à l'époque, on utilisait QuickTime pour regarder les bandes annonces des films qui allaient sortir. Spider-Man, Star Wars épisode 2, l'attaque des clones. Et en fait, Apple avait été encouragé à lancer sa page dédiée après une tentative pas très réussie de Lucasfilm pour l'épisode 1 de Star Wars. Lucas qui avait choisi la technologie Reel Video. Vous vous souvenez, Reel Audio, Reel Video. Je sais pas si François, ça te parle. Quelle erreur. Non, hein, oui. T'as pas connu Reel Audio, Reel Video ? Ah oui, oui. Bah, oui. De nom, si, mais il y a 20 ans, j'avais 17 ans, donc ouais. Voilà, j'étais pas trop... J'étais sur PC à l'époque, je l'avoue. Il était intéressé par d'autres choses à 17 ans. C'est ça. Ça n'a pas changé. Bah ouais, je me doute. Ça, c'est plutôt... c'est pas arrangé. En tout cas, à l'époque, QuickTime 5 avait représenté un bond énorme en qualité, Elie. Hein. Et Apple avait réussi un sacré coup avec ses bandes annonces, parce qu'Apple ne payait pas pour le contenu. Apple payait seulement l'hébergement et la bande passante. Et ça lui a fait venir un public monstrueux. Oui, à l'époque, si on voulait voir une bande-annonce, on était quasiment obligé enfin, en bonne qualité, on était obligé de passer par QuickTime, parce que la différence avec les autres sites qui essayaient d'en présenter, c'était juste incroyable. Mais QuickTime a fait d'énormes progrès, on en a parlé dans High Five, depuis la première présentation en noir et blanc de 120 pixels par 160, ce qui représente aujourd'hui ça. Et on essayait de deviner ce qui se passait, mais comme on entendait le son, on comprenait à peu près. Et aujourd'hui, on stream en 4K. En 4K, sans aucun problème. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine, les garçons ? Yes. Les rumeurs de la semaine, le AirPower n'aurait pas été complètement enterré chez Apple, Elie. Tu te souviens du AirPower ? Oh oui. Oui, je l'ai vu. En photo, je veux dire. Comme nous. Ouais. En photo, oui. On l'a tous vu lors d'une keynote, la keynote de l'iPhone 10 en 2017. Il avait été présenté officiellement et il n'est jamais sorti. Mais c'était un peu la honte, quand même. Est-ce que pour autant, Apple l'a abandonné officiellement ?
Ben, je pense qu'ils peuvent s'obstiner jusqu'au bout, mais je pense que le produit, on en a parlé dans i5, il n'y a aucun intérêt pour Apple de sortir un produit comme ça parce que les gens vont se rappeler que c'est un AirPower, que c'est un produit qui sort après bien dératé et qu'aujourd'hui la concurrence ne s'est pas privée pour en sortir plein d'autres. Donc s'ils le sortent à un prix Apple, il faut qu'il soit très supérieur à tout ce que fait la concurrence aujourd'hui. Sinon, ils auront du mal à se battre avec des produits qui ne sont pas chers du tout, dans les marques déjà connues, et vraiment donnés dans les marques un peu plus fantasques. Aujourd'hui, tout le monde sait faire du multichargeur à pas cher. Donc, que pourrait apporter Apple ? Je ne sais pas. Et pourtant, Ellie, selon Mark Gurman, Apple travaille bien sur le sujet, parallèlement à la charge inversée, qui pourrait bientôt permettre, par exemple, de redonner un peu de jus à des AirPods avec son iPhone, en plaquant simplement l'étui des AirPods contre le dos du téléphone. Ouais, ça par contre, ça a un intérêt parce que la concurrence, on en a parlé aussi, ne se prive pas de faire ça depuis un petit moment. Donc il serait temps qu'Apple s'y mette. Ce qui serait totalement bluffant, c'est qu'on pose l'iPhone contre le chargeur de sa Tesla et qu'on recharge la voiture. Là, par contre, là, on pourrait applaudir. Bon, autre rumeur, Ellie, elle concerne alors les prochains MacBook. Est-ce qu'on dit MacBook ou MacBook Air ? Bah, d'après ce qu'on lit, il se pourrait qu'on abandonne la partie Air parce que il y a plusieurs sources qui confirment que ces nouveaux produits qui seraient dans de très jolies couleurs, un peu comme les iPad Air, abandonneraient en fait ce profil un peu pointu qu'avait imaginé Steve Jobs il y a bien des années, pour un profil plus traditionnel, un peu comme pourrait avoir aujourd'hui les dernières versions, c'est-à-dire en plus fin bien sûr, mais les versions comme aujourd'hui un MacBook Pro 14 ou 16, donc ces versions un peu taillées. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils seraient quand même assez minces, qu'ils auraient un fond blanc par rapport à un fond noir comme dans les modèles Pro. Donc en fait, le tour de l'écran serait blanc, le reste serait très coloré. Le clavier serait blanc aussi. Oui. Et on sait qu'il y aurait un processeur... Enfin, on lit que le processeur serait donc le M2, ce qui serait logique, puisque le M1 est sorti d'abord dans le MacBook Air, il y a un peu plus d'un an. Et que ce M2, il serait pas plus puissant qu'un M1 Pro, parce que sinon personne ne comprendrait, mais serait quand même plus puissant qu'un M1, donc il serait un peu entre les deux. Ça serait donc l'évolution du processeur pour les machines personnelles. Et on parle d'un portable en plusieurs couleurs comme les iMac. Et comme les iPad Air, on peut laisser ces couleurs-là, absolument. L'un ou l'autre, tout à fait. Bon, autre rumeur sur un autre produit. Malgré la pénurie de composants, Apple aurait toujours l'intention de lancer l'iPhone SE3 en début d'année, au premier trimestre. C'est TrendForce qui en reparle et qui croit à une keynote au mois de mars, avec une production estimée sur l'année 2022 entre 25 et 30 millions d'exemplaires pour ce SE3, qui permettrait notamment à Apple de conforter sa place de numéro 2 en volume sur le marché global des smartphones. C'est un produit important stratégiquement pour Apple, Ellie, le SE. Oui, il est très important parce que les deux générations, aussi bien le 1 que le 2, se sont extraordinairement bien vendus. Je vous rappelle que c'est un produit qui est à moins de 500 €. Après, généralement, il y a des petites baisses de prix au cours de la vie, mais c'est un produit qui sort à moins de 500 €. Il y a toujours des petites choses en moins. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas plein écran. Il y a un bouton Home, mais là, on peut imaginer qu'ils ne soient pas OLED de dernière génération ou qu'ils aient un processeur moins 1. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ressembleront probablement à des téléphones assez récents et qui seront pas chers du tout. Et ils seront 5G. Ils seront 5G. Voilà, exactement. Et oui, ce qui est un détail, entre guillemets, qui devient un peu fondamental. C'est très stratégique qu'il soit 5G. Ouais. Surtout s'il n'est pas cher. Bien sûr. Et puis alors, on l'a mis dans les rumeurs, même si ça pourrait quasiment être une info, sauf qu'elle n'est pas officielle. La version 4 de Swift Playground a été montrée en avant-première à certains développeurs. La prochaine mise à jour de cette app d'apprentissage du langage de développement Switch permettra notamment de soumettre une app pour l'iPad à l'App Store sans passer par un Mac avec Xcode.
Ça va donc simplifier le processus énormément. Et puis, autre nouveauté majeure, on pourra prévisualiser en temps réel chaque changement qu'on fait dans le projet, y compris quand le projet est partagé via iCloud Drive avec d'autres contributeurs qui font des manips dessus en temps réel. Oui, ça risque d'être très intéressant. On pourra peut-être enfin faire un projet. Moi, j'ai dans l'idée de faire un petit projet avec des patatoïdes qui se déplacent et qui essayent d'attraper des billes en sautant. Je dis ça pour ceux qui ont déjà joué à Swift. Et je vais l'envoyer à Apple voir s'ils me le valident. Bon. Écoute, faut attendre jusqu'à la fin de l'année, au maximum a priori, hein, c'est une question de jours ou de quelques semaines, sachant que Swift Playground 4, dans sa version bêta, nécessite iOS 15.2 qui est aussi en bêta en ce moment chez Apple. On passe au dîner, Ellie ? Ouais, sans Allez, problème. à table. Le dîner d'Ellie, entrée, plat, dessert, pas cher en plus. Ouais, parce que ce sont pas vraiment cette fois-ci des technologies incroyables ou des histoires très improbables comme la semaine dernière, mais des petites choses assez intéressantes. Et on peut commencer dans l'entrée par quelque chose qui est tout à fait de saison, si j'ose dire, car rappelez-vous que l'hiver approche. Winter is coming. Et est-ce que ça te rappelle quelque chose, Winter is coming ? Bien sûr. Bon. Bien sûr, Game of Thrones. Et oui, c'est ça. C'est ça, des dragons. Et bon, c'est une série qu'on a suivie pendant pas mal d'années et qui nous manque. Il paraît qu'ils sont en train de tourner une sorte de prélude à Game of Thrones. Bon, mais le problème, c'est qu'il va nous manquer Daenerys. Hein, donc, est-ce qu'ils vont nous sortir d'autres personnages et bon. Mais en tout cas, l'info n'est pas celle-là. L'info, c'est que, comme c'est extrêmement populaire, figurez-vous que les Irlandais ont eu la bonne idée de se rappeler qu'une bonne partie de la série était tournée en Irlande du Nord, dans des paysages un peu sauvages. Et donc, en février, hein, donc c'est pas si loin que ça, ils ouvrent un studio tour, c'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez vous balader dans les décors de Game of Thrones. Évidemment, ça sera enrichi avec les costumes de la série, certainement des clips vidéo, etc. Donc pour les vrais fans, c'est un peu comme le parc Harry Potter à côté de Londres. Hein. Donc pour un vrai fan, c'est le genre de truc qu'on visite en pèlerinage une fois et deux fois, et puis il y aura certainement des choses à acheter dans la boutique, j'en suis sûr. Donc vous pourrez redécouvrir l'univers Game of Thrones en espérant qu'on ne vous coupe pas la tête. À partir du mois de février en Irlande du Nord, si les frontières sont ouvertes. Absolument. C'est la condition qu'il faudra remplir pour pouvoir y aller, j'imagine. Hélas. On passe au plat de résistance, Ellie. Ça va concerner ceux qui ont un compte bancaire en ligne, notamment. Pas tous, mais en tout cas, si vous avez un compte bancaire et un smartphone Android, là, vous pouvez être peut-être un tout petit peu inquiet parce qu'en fait, il y a eu une étude qui a été faite et qui a montré que il y a des applications, un peu, on va dire, malware, que Google avait laissé passer dans le Play Store, qui ont été téléchargées 300 000 fois. C'est-à-dire que vous avez 300 000 personnes dont le compte bancaire a été ou peut être piraté facilement. Et la technique qu'ils ont utilisée, c'est du sideloading. Donc Apple, évidemment, ils doivent être en train de sabrer le champagne comme des malades parce qu'ils vont aller présenter ça au juge en disant non mais regardez ce que ça fait. Et voilà comment ça se passe. Vous téléchargez une appli sur le Play Store. Une appli qui est tout à fait innocente. Mais dès qu'elle est installée dans votre smartphone, en sideloading, il vous télécharge une mise à jour. Il vous dit voilà, il y a la nouvelle mise à jour, elle est mieux. Vous téléchargez la mise à jour, sauf que la mise à jour, c'est pas du tout la même appli et c'est une appli comme Android vous permet de le faire contrairement à iOS. Elle va aller regarder si par hasard vous n'avez pas des informations de votre compte bancaire et en plus elle va capturer ce que vous tapez sur l'écran ou le clavier de votre device. Comme votre code secret par exemple ou... Absolument. Et donc, ça passe non seulement les informations de login à votre compte bancaire, mais même si vous avez tapé un code de sécurité, parce que vous l'avez reçu, mais vous êtes obligé de le taper, il va l'intercepter aussi. Et du coup, il va pouvoir se connecter à votre compte en banque. Et donc, ça fait peur. Ça fait peur. Mais en tout cas, je suis sûr qu'Apple, ils sont super contents. Bon.
Bon, ils ont peut-être une petite pensée en disant « Oh, les pauvres !» Bon, Venez chez nous. Si vous avez choisi l'iPhone, voilà une des raisons qui peuvent vous faire dire que vous avez bien fait. Exactement. Allez, on passe au dessert, Ellie. On a eu les best-of. Oui, on a eu on est dans la période de l'année où vous allez évidemment vous payer, que vous le vouliez ou pas, le meilleur de l'année dans sport, en musique, en tout ce que vous voulez, ainsi que les bêtisiers. Hein. Donc vous savez que ça, vous n'y échapperez pas, les bêtisiers. Et donc, en fait, disons, plutôt que de faire le best-of de l'année, donc nos camarades de CNET, eux, ont profité pour faire le worst of, c'est-à-dire les pires choses qui soient arrivées cette année. Le pire du pire. Ouais, et ils ont commencé, c'est assez drôle, hein, si vous allez sur le site CNET, vous pouvez lire cet article, moi ça m'a fait beaucoup rire. Donc ils commencent à dire, vous savez, en 2020, on pensait que c'était la cata, la fin du monde, l'épidémie, les deepfakes, l'élection présidentielle, le trucage QAnon, enfin tous ces trucs-là dont on a parlé, les problèmes de vaccins, de masques, etc. On pensait que c'était pas possible de faire pire que ça. Mais c'était avant de savoir ce qui allait se passer en 2021. Et donc, ils ont fait un classement. Et bon, c'est assez rigolo parce qu'ils ont mis en tête des worst de l'année Meta. Enfin, Facebook, ils disent. Donc, ils disent que c'est la pire chose. Parce qu'il y a eu évidemment des scandales à répétition tout au long de l'année, des fuites de comptes. C'est vraiment une passoire. Hein, donc... Et il conclut que la seule façon pour échapper à tout ça, c'était de s'échapper dans un univers parallèle, et que c'est pour ça qu'ils ont été obligés de le faire. Donc ça, c'était le numéro 1. En numéro 2, c'est la pénurie de composants. Et celle-là, je pense qu'on est d'accord. Moi, je l'aurais mis en numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que j'aurais fait les 10 avec la même chose. Hein. Parce qu'il y a plein de choses. Ça a fait perdre à Apple 6 milliards de dollars, on en a parlé. Mais nous, ça nous fait perdre des ventes tous les jours, parce que c'est des produits qu'on voudrait bien avoir, qu'on a commandés il y a super longtemps et qu'on n'arrive pas à avoir. Donc c'est juste... Voilà, alors évidemment, il raconte que tout est possible, depuis un bateau qui se retrouve coincé au canal de Suez, vous vous rappelez de cette histoire, et qui a provoqué des semaines de retard. Et que donc ça va pas s'arrêter jusqu'à au moins mi-2022. Donc il trouve que ça c'est pas très cool. Et puis voilà. Bon, je pense que pour un petit dessert ça va suffire, mais vous pouvez consulter la liste complète si ça vous amuse sur le site de CNET.com. Bon, il commence quand même par la désinformation au sens large. Oui. Pour eux, quand même, le problème numéro 1 de l'année. Et puis, l'invasion du Capitole, il y a presque un an. Oui, mais ça, il le cite dans le 2020. Mais, qui fait partie du pire, même si c'est pas purement de la tech, hein, effectivement. C'est vrai. Merci, Ellie, pour ce dîner. Avec plaisir. La semaine prochaine, je vais essayer de vous trouver des petits plats un peu plus élaborés, on va dire. Bah oui, parce qu'on va approcher du réveillon, là. Il faut commencer à préparer ton repas de Noël, hein, Ellie. Ah écoute, compte sur toi, on va s'y mettre. On va s'y mettre. Hein. Je ne sais pas ce que je vais vous trouver pour Noël et pour le réveillon du Nouvel An, mais on va essayer. Bon, écoute, tu vas avoir le temps de réfléchir. Dans un instant, le tuto audio. Si vous avez un nom de domaine et si vous voulez utiliser des mails avec ce nom de domaine, j'ai une solution pour vous. À tout de suite. Le tuto audio, imaginons que vous avez créé un site avec un nom de domaine qui vous appartient, que vous avez réservé auprès d'un registrar, comme on dit, et que vous faites héberger par exemple chez OVH. Le site et les mails avec le nom de domaine du site sont deux entités complètement distinctes. Vous avez peut-être souscrit un abonnement spécifique pour que les mails qui ont comme suffixe votre nom de domaine, par exemple dans notre cas iweek.news, soient hébergés par OVH ou par Google avec l'infrastructure de Gmail. Eh bien, si vous êtes abonné à iCloud+, vous pouvez désormais profiter de votre abonnement et bénéficier de l'hébergement des mails liés à ce nom de domaine personnalisé sur iCloud Mail. Alors, j'espère que je ne parle pas trop chinois pour la plupart d'entre vous. Pourquoi utiliser un nom de domaine personnalisé plutôt qu'une adresse qui se termine par gmail.com ou mi.com ? Vous avez compris, parce que ça fait plus pro et plus sérieux. Alors, comment faire ?
D'abord, il faut aller sur iCloud.com et se connecter avec votre identifiant Apple. En haut de la page principale, vous devez voir ce bandeau avec le texte suivant: protéger la confidentialité de vos emails à l'aide de masquer mon adresse mail et configurer des adresses mail personnalisées dans le cadre de votre forfait iCloud+. Commencez dans Réglages. Voilà. Donc vous avez un lien sur ces 3 derniers mots. Cliquez sur Commencer dans Réglages et vous voilà donc sur la page des réglages d'iCloud. Scrollez. Sous les appareils, vous avez la fonction masquer mon adresse mail, puis juste en dessous, domaine de messagerie personnalisée. Et là, Apple fait le pitch beaucoup plus clairement que moi. On peut lire: avec un abonnement iCloud+, vous pouvez envoyer et recevoir des emails en utilisant votre propre nom de domaine. Voilà, j'espère que c'est suffisamment clair. Vous savez ce que vous pouvez obtenir et ce dont vous pouvez bénéficier. Alors, comment ça se passe ? D'abord, vous allez cliquer juste en dessous sur Gérer. Et on va passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est qui utilisera le nom de domaine que vous souhaitez ajouter. Alors, il y a 2 options. Soit c'est uniquement vous, soit c'est vous et votre famille. Question à laquelle vous êtes habitué si vous utilisez le partage familial. Donc faites votre choix. Moi, j'ai choisi uniquement vous. Deuxième étape, l'interface vous demande de saisir le nom de domaine à utiliser avec Mail iCloud. Là, typiquement, dans notre cas, j'ai indiqué iWeek.news. À vous d'indiquer le nom de domaine qui vous appartient. Une fois que c'est fait, cliquez sur Continuer. Le moment est alors venu d'indiquer les adresses mail existantes s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous pourrez créer de nouvelles adresses mail une fois que vous aurez terminé de configurer votre nom de domaine avec Mail iCloud. Vient alors l'étape la plus importante et la seule qui soit, on va dire, un peu technique. Sous étape 3, cliquez sur Afficher. À ce moment-là, apparaissent des informations techniques, des informations à modifier chez votre registrar. Autrement dit, sur le site auprès duquel vous avez réservé et payé votre nom de domaine pour que Mail iCloud prenne la main d'une certaine manière sur la gestion de ces mails. Il s'agit de ce qu'on appelle les enregistrements MX. Ouais. Ça se passe donc sur un autre site. Si vous avez réservé votre nom de domaine chez One and One, par exemple, ça va être chez One and One qu'il faudra aller recopier ces informations. Une fois que vous aurez localisé où ces informations sont à modifier, vous n'aurez plus qu'à les copier-coller. Apple vous envoie d'ailleurs simultanément un mail avec toutes ces infos. Et donc, une fois que ces modifs sont faites, vous n'aurez plus qu'à revenir dans l'interface d'iCloud et à cliquer sur Terminer la configuration pour vérifier que le domaine et les adresses mail ont bien été configurés avec Mail iCloud. Voilà. Ensuite, il faut juste attendre quelques minutes le temps que les informations soient bien enregistrées des 2 côtés. Vous ne changez pas d'adresse et pourtant désormais, les mails qui se terminent par votre nom de domaine bénéficient de l'infrastructure d'iCloud Mail sans que vous ayez besoin d'abonnement spécifique chez OVH ou chez Google. Chez moi, ça a représenté un peu plus de 4 € par mois chez Google. Voilà, donc c'est un service en plus que propose désormais iCloud+. J'espère que ça ne vous a pas semblé trop compliqué, n'est-ce pas, Ellie ? Non. Il y a un tout petit peu de technique, mais je pense que c'est faisable. Et s'il y en a un qui nous dit dans les commentaires que c'était trop facile, la semaine prochaine, on vous le fait au terminal. Chiche. Pour le fun. Pour le fun. Nos coups de cœur de la semaine. À toi l'honneur, Ellie, parce que je sais que François n'a pas de coup de cœur. Pas grave, oui. Tu es excusé, François, pour cette semaine. Ellie, à toi. Écoute, quelque chose que j'attendais depuis pas mal de temps. Il y a une série Netflix que j'adore, qui était à sa 2e saison, qui s'appelle Lost in Space, parce qu'en fait, ça reprend quelque chose que je regardais il y a très très longtemps, une famille qui se perd dans l'espace, les Robinson, et puis il y a un robot très méchant qui dit « Danger, Will Robinson ». Et donc, Lost in Space revient pour la 3e et dernière saison, donc on va savoir ce qui va se passer avec la famille Robinson et avec ce robot. Alors la série actuelle de Netflix a très peu de choses à voir avec la série originale, à part le nom de la famille, mais les moyens techniques qu'ils ont mis dedans au niveau des effets spéciaux, etc., et c'est juste super, le son, l'image, etc. Je crois qu'il n'y a que 6 épisodes dans cette dernière saison, d'après ce que j'ai compris, mais ça a démarré hier, mais j'ai pas eu le temps.
mais je vais me précipiter pour regarder ça d'ici ce week-end pour savoir un tout petit peu ce qui va leur arriver. Eh ben écoute, tu me donnes presque envie de te suivre et de t'emboîter le pas sur Netflix avec Lost in Space. De mon côté, mon coup de cœur, c'est un tout petit coup de cœur. C'est un petit accessoire pour les AirTags. Vous avez peut-être déjà acheté une lanière en cuir ou en silicone pour fixer un AirTag à un sac à dos, à une valise, je ne sais quoi d'autre encore. J'ai trouvé sur le store de Cult of Mac, le site d'info américain qu'on connaît bien, un petit accessoire, c'est juste, ça fait la taille de l'AirTag, c'est en silicone et ça se colle partout. Ouais. Ça permet de coller un AirTags sur le guidon d'un vélo ou à l'intérieur d'un sac ou à peu près n'importe où en fait et un peu aussi de les planquer. Ça coûte $13, ce que je trouve un peu cher pour ce que c'est, mais ça peut rendre de chouettes services. Voilà, c'est un tout petit accessoire. Ça s'appelle donc le Silicone Pad et c'est sur le store de Cult of Mac. C'est la fin de cet épisode 67. Merci de votre fidélité à iWeek, la semaine Apple, le podcast. Souvenez-vous de vous abonner sur toutes les plateformes où vous pouvez nous écouter. Salut Ellie, à la semaine prochaine. Bonsoir à tout le monde et à la semaine prochaine. Et dans High Five d'ici là, évidemment. Salut François. Salut Benji, salut Ellie, et puis bonne semaine à tous et à très bientôt, et restez connectés. Je pense que voilà, on aura encore plein de petites choses à partager dans les jours qui viennent sur High Five, et sur iWeek évidemment, jeudi prochain. Absolument. N'oubliez pas patreon.com/iWeek pour nous soutenir à partir d'1,50€ par épisode. On a besoin de vous pour grandir. Et puis High Five, notre rendez-vous quotidien en podcast, 5 à 10 minutes par jour, les 5 infos qui comptent, uniquement sur Apple Podcast pour l'instant, mais l'arrivée sur Spotify est imminente et on vous tient au courant, notamment via notre fil Twitter. Suivez-nous sur @highfivefr. On vous donne rendez-vous pour iWeek jeudi prochain avant 20h. On sera le 9 décembre 2021. Ce sera l'épisode 68. Très bonne fin de semaine, bon week-end et à jeudi prochain. Bye bye. Bye bye. Salut.